bienvenue sur la chaîne des cyclistes qui se bougent. Juste, je vais commencer par remercier Manon d'accepter ce petit interview. Ouais, bah de rien, avec plaisir. Eh ben, écoute, moi ça me fait super plaisir. Ce matin, on a roulé ensemble en plus. Ouais. J'ai encore des séquelles dans les cuisses. Tant mieux. Voilà. Écoute, d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas sur le blog, est-ce que tu peux un peu te présenter? Tu viens du triathlon au départ? Oui, on peut même dire de l'athlétisme. L'athlétisme, en fait. ouais. À la base, si on remonte encore plus loin du ski alpin. Ah, d'abord, ouais, c'est vrai. Voilà, Ouais. puisque je suis des Hautes-Alpes. Puis après, je me suis mis à l'athlétisme. J'ai fait 6 ans au club de Gap. Donc je suis en demi-fond, je faisais du 1500, du 3000 et puis la saison de cross. Ouais. Et ensuite, pour mes études, je suis partie dans le sud de la France. Et là, c'est vrai qu'à Antibes, les conditions sont vraiment idéales pour le triathlon. Ouais. Donc, je me suis inscrite au club de triathlon où il y a au moins 8 créneaux de natation par semaine. On nage dans un bassin de 50 dehors. Enfin, vraiment Super. idéal. Il fait un peu beau. Il fait beau toute l'année, donc on ne s'arrête jamais de rouler. Et donc voilà, j'ai fait 3 ans de triathlon. Suite à ça, en 2013, je me suis inscrite pour l'Ironman de Nice. Ouais. Et je me suis blessée assez gravement au pied et j'ai fait une année en fait où j'ai pas du tout pu faire de sport. Ouais. Donc ça a remis beaucoup de choses en question sur ma façon de m'entraîner, sur le volume, sur la récupération, sur les phases de repos que je négligeais en fait parce que on est jeune donc ça passe. Ouais. Et puis finalement quand on approche la trentaine, on s'aperçoit que ça passe de moins en moins et qu'on n'est pas forcément meilleur en plus. Ouais. Et du coup, comme je pouvais plus courir, je me suis mis à faire que du vélo. Et je me régale maintenant aujourd'hui, donc avec toujours l'idée un jour de pouvoir revenir quand même au triathlon. Ouais. Mais voilà, beaucoup de plaisir à vélo et je fais pas mal de cyclo-sportives. Ouais. Donc l'année dernière, grosso modo, tu te mets au vélo vraiment voilà, pour ça. Voilà, j'ai commencé à faire un petit peu... Tu as fait déjà quelques podiums, voilà, des choses j'ai fait intéressantes. des cyclo-sportives, j'en ai fait une petite dizaine l'année dernière. À chaque fois, un top 5 à chaque fois. Quelques podiums également. J'avais gagné la Lazarides aussi l'année dernière. Donc voilà, je commençais. Mais bon, je sentais que je manquais de métier, comme on dit. Hein, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, donc cette année j'ai pris la décision de m'inscrire aussi en FFC pour faire des courses avec les femmes déjà et de voir un peu comment ça courait. Donc c'est encore autre chose parce que les courses sont plus courtes, mais par contre ça roule beaucoup plus vite. Très intensif. Voilà, donc c'était des courses qui sont entre 60 et 90 km. Donc on fait 37 de moyenne quoi. Ouais, voilà. Donc c'est pas du tout le même effort. Tu as commencé cette année pour FFC, et alors qu'est-ce que ça a donné pour toi? Alors j'en ai fait 2, donc j'en ai fait une à Barbenne donc, qui était assez courte, c'était 60 km, c'était des tours de 4 km. Ouais. Donc là ça a roulé assez groupé parce que c'était relativement plat, il n'y avait pas trop de difficultés. Ouais. Donc il y a eu beaucoup d'attaques pendant toute la course, puis ça finit finalement au sprint en faux plat descendant, donc je finis 10e de la course. On était quand même 50 filles au départ, donc pour les femmes, on était vraiment super contentes. Voilà. Et le lendemain, on a fait, il y avait une autre course FFC à Cavalère. Ouais. Alors c'était carrément un critérium, parce que c'était des tours de 1 km qu'on a fait 30 fois, je crois. Ouais. Là, on était très peu au départ, on était 15, mais bon, c'était la première édition, donc voilà, l'organisation, ils avaient mis un point d'honneur à ce que les femmes... soit mise en avant. Donc là on a réussi à s'échapper avec un petit groupe de 4, donc je finis 3e au sprint. Il faut que je travaille mes sprints. Oui, toi ta spécialité c'est plutôt les cyclos. Voilà. Donc c'est vrai que ça te donne du rythme, c'est intéressant, mais par contre sur les cyclos ça a plutôt bien marché parce que en fait ça m'a... Grosso modo l'année dernière tu faisais des podiums, cette année... cette année en fait j'ai commencé avec le challenge Paris-Nice. Ouais. Donc c'était pas vraiment une cyclo, parce qu'il n'y a que les montées qui étaient chronométrées. Ouais. Mais bon, ça m'a permis déjà de me mettre dans un rythme en début de saison. Donc j'avais fait la meilleure grimpeuse de l'épreuve, donc c'était déjà pas mal. Et puis la semaine d'après, j'ai fait la Corima, qui est en Drôme, en Ardèche du Sud, provençal. Donc là, Montélimar. Voilà, le départ était à Montélimar. Donc là, j'ai fait le grand parcours, le 155. Ouais. Donc là, j'ai gagné cette course-là. Donc voilà, là j'étais vraiment contente parce qu'il y a énormément de départ, puis il y avait des filles qui avaient vraiment un bon niveau. Donc voilà, j'avais vraiment réussi à faire un super bon départ alors que c'est d'habitude pas trop mon point fort et du coup j'avais pris un très bon groupe que j'ai gardé jusqu'à la fin. Et donc là voilà, j'avais fait une course pleine comme on dit. Au Cratch, tu fais quelle place à peu près, tu sais? Il me semble que je dois faire 200e je pense, on devait être 600 sur
Sur le grand parcours. Voilà. Voilà. Je dois prendre quand même au moins 30 bonnes minutes pour la première. Mais bon, généralement, c'est le tarif. Le premier homme, hein, en général. Moi, je mets 5 heures tout rond sur les 155. Je crois qu'il doit mettre 4h30, quelque chose comme ça. Je pense que les spécialistes apprécieront quand même la performance. Il faut déjà bien rouler. Quoi. Ouais, il faut bien rouler. Tu fais à peu près quoi comme moyenne sur cette Là, j'avais fait 32. 32 en suivant le dénivelé, c'est autour de 30, 32, 34, ça dépend. Vent ou pas vent? Parce que là-bas, s'il y a le vent. Là, il n'y avait pas de vent. Franchement, pour le coup, ça fait un écart. On avait vraiment eu de la chance, il faisait pas très chaud. Mais bon, pas de pluie, pas de vent. Non, là, franchement, c'était bien à dire. Voilà, donc, puis après j'ai fait quelques courses aussi dans la région, j'ai fait quelques contre-la-montre aussi en boss cette année. Ouais, en boss. Ouais, donc ça c'était d'école en fait en contre-la-montre, j'en ai fait 2. J'ai fait quelques critériums aussi, donc pour mettre un peu de rythme. Ça c'était pas mal, généralement j'essayais de le faire une semaine avant une cyclo. Pour justement pour te mettre du rythme. Pour mettre un peu de rythme et puis de faire une sortie longue dans la semaine. Donc ça c'était pas mal, ça met bien, pour travailler les départs surtout, c'est vraiment important. Génial. Voilà, après qu'est-ce que j'ai fait comme cyclo? J'ai fait celle de Aix-en-Provence, c'était il y a 2 semaines. Là je finis 3e, alors il y avait un Mistral, c'était vraiment impressionnant. Je finis 3e, mais bon les 2 premières elles arrivent 7 minutes et 4 minutes devant. Elles avaient dû prendre la meilleure du groupe. Tu avais fait les grands parcours aussi là? Grand parcours, sur un grand parcours, c'est pas énorme malgré tout. Mais mais bon, souvent ça se joue au départ en fait, vraiment sur le groupe qu'on arrive à prendre. C'est vraiment un truc à travailler sur les cyclos. Et puis bon, c'est vrai que c'est quand même un petit peu dangereux, les cyclos, il faut faire quand même un peu attention, il y a du monde au départ. En général, les filles, vous êtes placées un petit peu ou pas systématiquement? Moi j'essaie à chaque fois de demander le SAS prioritaire. Généralement les organisateurs, quand on a fait quelques résultats sur les cyclos, ils sont pas trop exigeants là-dessus. Puis ils sont tellement contents qu'il y ait des filles qu'ils savent très bien que s'ils les refusent, après elles risquent de pas venir. D'ailleurs, là, avec Aix-en-Provence, on était 100 filles au départ sur les 2 parcours, c'était jamais arrivé. Génial. Donc c'est génial. De toute façon, le cyclisme féminin, ça explose, ça se développe de plus en plus. C'est en train de vraiment bien prendre. Et puis elles font aussi les grands parcours, quoi. Elles sont capables de le faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elles sont même des fois meilleures sur les longues que sur les courts. En endurance pure, elles sont meilleures qu'en explosivité, on va dire, entre guillemets. C'est un parcours de 90. Elles sont moins sujettes aux hypoglycémies, tout ça, donc c'est vrai que je pense que sur les longs parcours, c'est juste que c'est vrai que ça fait un peu peur, parce que c'est vrai que sur les cyclos, il y a souvent du dénivelé aussi. Par rapport à un triathlon, c'est le double. Souvent, Voilà, donc après la Provençale, là j'ai fait la Lazarides la semaine dernière que j'ai gagné aussi. Donc ça a été costaud, parce qu'il y avait 164 et il y avait 3000 de dénivelé. C'est dans l'arrière pays de Grassois là, et c'est super. C'est ton pays, enfin, tu connais bien les parcours quand même. C'est juste à côté de la maison, ça c'est super. Belle route, il n'y a pas beaucoup de voitures, donc c'était vraiment bien. Donc voilà. Et quel est ton objectif de la saison, d'ici la fin de la saison? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu te mets en ligne de mire précisément? Comment tu fonctionnes au niveau de... Là, je sais pas trop encore parce que il y avait peut-être l'éventualité d'aller faire les championnats de France FFC. Mais j'aurais bien aimé faire une Coupe de France avant pour voir si j'avais le niveau, parce que c'est quand même un niveau supérieur. Donc je pense que je vais faire une Coupe de France mi-juin pour voir mon niveau. Et en fonction de comment ça se passe, je prendrai ma décision de faire ou pas cette course-là. Après, j'ai dans un petit coin de la tête de faire la haute route aussi, en fin août. Donc ça, c'est... je pense que pour les gens qui aiment faire les cyclos, c'est quand même... C'est la Mecque. Voilà, c'est ça. Donc, laquelle tu veux faire de votre route? Celle des Pyrénées. Celle des Pyrénées. Parce que avec Laetitia Roux, on a peut-être le projet de faire une équipe. D'accord. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça serait une belle équipe là. Ça serait une belle équipe. En tout cas, il y a déjà deux leaders qui marchent bien. Voilà, donc, puis elle dans son équipe à chaque fois, elle a des filles qui tournent bien aussi. Donc voilà, ça c'est un petit projet aussi, donc qui va un peu accentuer, changer l'entraînement en fonction de si je prends cette décision. Bien sûr. Ça déjà c'est génial, c'est-à-dire que tu vois, tu adaptes bien ton entraînement en fonction de tes objectifs. Tu commences par te fixer des objectifs et après tu vas adapter ton entraînement, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire jusqu'au mois de juillet quelque chose d'assez spécifique FFC et après le mois de juillet... J'essaie toujours quand même de garder un peu d'endurance, donc tout le temps une sortie longue au moins une fois par semaine, donc
Après, c'est sûr que si le week-end j'ai une course qui fait 60 km, je vais pas aller faire 6 heures 3 jours avant. Enfin, c'est évident, il faut garder de la fraîcheur, de l'explosivité, donc il faut adapter. Mais après, même faire des longues sorties pour des petites courses, ça aide toujours. C'est ce qui fait parfois que la différence, c'est que dans la dernière demi-heure, on craque avec les autres. Exactement, c'est ça. Donc juste, mais ça c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble puisque tu l'abordes, parce que vraiment je trouve que dans la gestion des courses, il y a des erreurs qui sont souvent faites par les cyclistes, on va dire amateurs. C'est souvent de vouloir courir trop souvent, donc courir tous les week-ends sans avoir une véritable gestion d'entre-courses. Donc peut-être toi nous dire qu'est-ce que tu fais quand tu enchaînes plusieurs courses, et ça arrive, il y a des périodes où peut-être tu ne peux pas enchaîner des courses. Qu'est-ce que tu fais entre les courses? En 2 mois, j'ai fait un week-end sans course, donc ça peut... Voilà, là, ça peut être un bon exemple. Et après aussi, est-ce que toi tu cours tout le temps, ou alors tu t'accordes des périodes de préparation, puis des périodes de course, avec peut-être des coupures Alors déjà, dans le mois de novembre, je reprends le mois de novembre, donc déjà tout l'hiver, je roule sans course. Ça me permet de faire le foncier sans jamais trop taper dedans. Voilà, en faisant un peu de ski de fond, un peu de natation, beaucoup de muscu, voilà, en essayant de varier pour pas avoir déjà la monotonie et puis arriver au mois de mars et plus avoir envie de rouler. Exactement. Mais bon, on faisait quand même des belles sorties, en prenant pas le compteur le premier mois quasiment. Ah, ça c'est une bonne astuce. Ouais, je le mets dans la poche pour avoir quand même mes données pour savoir le nombre de kilomètres que j'ai fait à la fin de saison. Mais voilà, le premier mois, la sensation quoi. De toute façon, il n'y a pas d'objectif, c'est encore loin. Ça c'est vraiment bien parce qu'on ne tape pas trop dedans, et donc ça c'est un truc que j'aime bien faire. Et tu fais pas dans la saison? Moi je le fais quelques fois dans la saison, ça, une sortie ou deux, tu vois, pour des fois reprendre de la sensation, et pas, parce que des fois on est un peu... les sorties récup, moi j'utilise Strava, donc des fois je mets sur le téléphone, je mets pas le compteur, et puis voilà. Toutes les sorties récup après course, de toute façon on est collé. Hein, donc... c'est clair. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est plus pour l'hiver. Après, moi je sais que j'aime bien courir. Parce que ça fait du bien, hein, ça te met le rythme, puis toi tu as besoin de prendre du métier comme tu l'as dit tout à l'heure. Quand on court, on s'entraîne plus, entre guillemets. Parce que quand on fait une course le dimanche, le lundi on va faire récup, le mardi on va faire repos, le mercredi on reprend, on fait une bonne séance le jeudi, puis après il y a une autre course le dimanche, donc on fait du jus. Et donc au final, quand on travaille, quand on doit s'organiser, des fois c'est pas plus mal de courir le dimanche, quoi. Exactement, c'est bien. Alors, tiens, on reprend ce que tu viens de dire, d'accord? C'est vrai que donc, la course le dimanche, le lundi tu fais une petite récup active, on va dire. Voilà, je vais faire 1h30, tranquille, pour faire tourner les jambes, enlever un peu l'acide lactique, tout ça. Le mardi, repos complet, donc récupération passive, pour vraiment régénérer. Vraiment, ça c'est quelque chose qui m'y tient. Et même quand je fais une semaine entraînement et que j'ai pas de compétition ou que je reviens pas de compétition, j'essaie de faire au moins une journée repos total par semaine. Puis pour retrouver l'envie aussi mentalement, quand on vient de faire une course le dimanche, on a tapé dedans physiquement, mais mentalement aussi, on est allé un peu au bout de soi-même. Donc des fois c'est bien après de faire une bonne journée, on l'a mérité en plus, donc voilà. Non mais c'est vrai, c'est ça. Faut le voir comme ça, pas comme une journée où on se dit oh là là je vais rien faire de la journée. Non, c'est la journée méritée quoi. C'est ça. Voilà. Après, et le mercredi tu reprends? Voilà, le mercredi je reprends, généralement je fais 2 heures, voilà, sans peut-être un peu de force ou des fois quelques petites exos si ça dépend un peu de la course qu'il y a derrière. Voilà, un petit thème spécifique en lien avec la course qu'il y a derrière. Soit vraiment rien, des sorties libres, soit un petit, je sais pas, des petits sprints de 7 secondes, ou des petites choses comme ça qui peuvent un peu remettre un peu de jus parce que justement on a fait déjà 2 jours un peu, voilà. Le jeudi, s'il y a la course le dimanche, j'essaie de faire une sortie longue. Avec un peu, genre une sortie un peu fartlek par exemple, avec les montées un peu poussées, comme on a fait un peu aujourd'hui, avec les montées où on se rentre un peu dedans. Puis rentre tranquille, pas forcément. À peu près le temps de la course, un peu plus courte? Le temps de la course. Le temps de la course, c'est-à-dire que s'il y a 5 heures de course, je vais faire 5 heures. Voilà. Bon après, quand on travaille, on peut faire ça en bi-quotidien aussi, c'est intéressant. Plutôt que 5 heures, tu ferais quoi toi? Tu ferais 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi ou l'inverse? Ou 2-2 par exemple, parce qu'en bi-quotidien c'est différent. T'as pas besoin d'en faire autant. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire forcément autant, ou même sur Home Trainer, ça passe de séances de 1h15 pour les gens qui travaillent, ou s'il pleut, ça arrive. Ça marche aussi, faut pas... Tout à fait. Le tout c'est de rouler, quoi, de faire un effort. Puis sachant qu'après l'effort, on continue un petit peu, il y a toujours une phase où
juste après l'effort. Le corps continue à travailler. Voilà, donc voilà, pour les gens qui travaillent, ils peuvent faire, c'est intéressant aussi à faire. Après, donc, la bonne séance le jeudi, et puis le vendredi, une petite récup d'une heure juste pour faire tourner. Puis un petit déblocage la veille de course le samedi avec des petites accélérations, quoi. Alors, c'est quoi ton déblocage, quoi? C'est quoi ton schéma de déblocage, quoi? Ça dépend de la course, en fait. Si c'est vraiment, si je sens que je suis un peu, que j'ai besoin de me rentrer un peu dedans, ou que ça va être une course longue, je peux faire des déblocages en boss de 5 minutes, par exemple. Tu fais 5 minutes intensif, voilà, un peu montée de col, une montée progressive, par exemple. Une montée de 4-5 km progressive, où je sens que je tape pas trop dedans, mais voilà. Tu débloques. Ouais, je débloque, ou alors des petits sprints, comme en course à pied, un peu. Les gens ils vont faire, je sais pas, 4 fois 30-30 ou des trucs comme ça. En vélo, des petits sprints de 15 secondes, tout ça. Ouais. Avec une récupération identique ou un peu plus longue? Ouais, des récupérations un peu plus longues quand même. Ça sert à rien de se rentrer dedans. Là, on n'est pas dans une séance de fractionné. Non, pas des 15-15. Voilà, tu peux faire. 5 minutes de récupérante, voilà. Mais par contre, je fais quand même au moins 1h30, 2 heures. Ouais. Quand c'est long le lendemain. Souvent, c'est vrai que quand on enchaîne deux courses, on court le samedi et le dimanche, souvent on a peur de se dire le dimanche je vais être free, mais en fait souvent on a une bonne tonicité musculaire, ça va pas mal, sauf si on s'est vraiment rentré dedans. Et donc un déblocage, c'est un peu ça l'idée, c'est quand même se faire des bonnes intensités. C'est surtout que je reviens là-dessus, c'est que le départ des cyclos ça part assez vite. Donc il faut quand même faut que le muscle se soit quand même préparé voilà, à l'effort. Donc si on n'a rien fait la veille, il y a des gens qui aiment ne rien faire la veille des courses, après il faut savoir aussi s'adapter. Mais bon, moi je sais que souvent il y a des déplacements en voiture. Donc moi j'envisage pas de pas rouler un petit peu en ayant fait 2 heures de route, piétiner pour les dossards. Le top c'est de pouvoir aller sur la course la veille, faire le déblocage sur place, ça, idéal, tu dors et puis le lendemain voilà, tu te mets dans les conditions optimales. Après ça fait 2 nuits d'hôtel, tout ça, c'est pas toujours évident non plus. Voilà. 2 nuits d'hôtel, c'est-à-dire si on y va le vendredi soir. Je pensais le samedi. Tu vas le samedi, tu fais ton déblocage le samedi après-midi, tu dors. Voilà, ça c'est dur aussi. Ou disons que je pensais 2 nuits d'hôtel parce que on peut le dire, tu es avec Rudy Mollard, qui est cycliste pro chez Cofidis. Ça t'aide dans ton entraînement. De quelle manière il t'aide, il t'apporte quelque chose? Ah oui, je ne pourrais pas dire le contraire, c'est sûr que ça m'aide énormément. Hormis le fait que des fois il peut se mettre devant et te faire le train, si des fois il va pas trop vite quand même. Il roule bien. Non, c'est sûr que déjà... Il te donne des conseils. Déjà on vit ensemble, donc on est dans une atmosphère sportive, quoi. Donc c'est sûr que ça aide. Et puis il me donne des conseils, par exemple pour des exercices, on discute beaucoup. Par exemple, je dis moi je ferais bien ça cette semaine, t'en penses quoi? Puis il me dit tu vois, moi je ferais plus ça tel jour. C'est sûr qu'indéniablement ça aide, puis même par exemple pour la nourriture. Voilà, alors parle-nous un peu de votre style de vie là. Au niveau de la nourriture, justement, c'est quoi vos astuces? Attention les jours où on ne fait pas de sport, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis après, c'est sûr qu'on notre alimentation va être plus en fonction de l'entraînement qu'on a que ce qui nous fait envie. C'est sûr que si on va faire 6 heures le lendemain, forcément la veille on va manger des féculents, on va faire attention à ça, à bien boire, à bien... Voilà. Est-ce qu'il y a des choses quand même particulièrement où tu fais attention, on pourrait dire ça caractérise votre alimentation? Parce que on ne se rend pas compte après quand on fait du vélo que par rapport au commun des mortels, on a quand même une alimentation qui est particulière, quoi, tu vois. Sur la qualité, je pense quand même. Ouais, c'est-à-dire par exemple, de la viande, on va en manger peut-être moins par semaine, mais de meilleure qualité. Ouais, tu fais attention à aller chez un boucher qui fait de bonne qualité, etc. Les fruits, les légumes, tout ça, essayer de prendre déjà de prendre tout le temps des fruits et des légumes de saison, essayer de ne pas prendre des produits qui ont traversé toute la terre pour arriver dans notre assiette. Et oui, ça paraît bête, mais c'est sûr que... Donc, essayer parfois d'avoir des producteurs à côté, des petites choses qui peuvent sembler pas très importantes, mais qui font parfois la différence, surtout pour Rudy à haut niveau. Ils sont tellement tous avec un niveau exceptionnel que c'est des petites choses. C'est des petits détails, exactement. Au petit déjeuner, vous prenez des choses particulières? Du pain, du beurre, des flocons d'avoine, traditionnel, très traditionnel. Moi, par contre, le matin des cours, je prends du riz.
Voilà. Ce qui te convient à toi, ouais, tu sais que c'est riz, huile d'olive. Ouais. J'ai essayé beaucoup de choses. Bon, moi, le soja, je peux pas, je le digère pas. Donc, ça, je n'ai pas fait de test pour si j'avais d'allergie, mais bon, je le digère pas. Tu as essayé, ça marche pas. Je pars du principe que c'est pas la peine. Et le riz blanc, c'est ce qui me convient le plus, voilà, avec un café, et puis ça suffit. Puis si on tient 5 heures avec des sucres lents, ça, voilà. Et tu vois, ce que tu dis, c'est un truc que je souligne souvent, c'est-à-dire que souvent le succès, il tient à quelque chose d'assez simple, c'est reproduire les choses qui marchent. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer non plus de faire des trucs trop farfelus. Alors tu peux tester sur des courses pas importantes, mais quand tu as trouvé un truc qui marche, plutôt que de réinventer la roue à chaque fois, et moi je dis ça souvent aux athlètes que j'entraîne, c'est fais-toi une checklist d'avant-course, des choses qui marchent pour toi, et une fois que tu l'as, tu n'en changes plus. Et souvent ils me disent ouais mais une checklist c'est pas la peine, etc. Je retiens, bah ouais tu retiens, mais il y a tellement de choses à retenir. Avant une course, plutôt que de te prendre la tête, bah hop, tu sais que tout est marqué. Ouais, et quand tu as trouvé un truc qui marche, bah, le reproduire c'est la meilleure recette du succès, quoi. Parce que des fois on essaye autre chose et puis comme par hasard ça marche pas, comme tu l'as dit. À un certain niveau, les choses se jouent dans des détails et ben voilà, j'ai le riz à huile d'olive, ça marche. Ne pas trop changer non plus pour la course qu'on fait pour l'entraînement parce que, enfin voilà, si le matin, de l'entraînement, on est habitué à manger telle ou telle chose et puis qu'on change tout pour la course, ça va pas marcher. Enfin, ça paraît évident. Donc, il faut aussi adapter son corps lors de l'entraînement pour que le jour de la course, il ne soit pas surpris de trucs qui... C'est le principe de l'entraînement. Ouais, voilà, c'est adapter son corps. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils disent bon, bah, c'est la course, donc je fais ça. Bah non, c'est... Voilà. Ça veut dire que, par exemple, l'alimentation pendant la course, faire attention dans les ravitaillements, etc., que ce soit bien des produits dont on a l'habitude de prendre, je prends jamais des boissons, voilà. À part du coca, parce que ça, au moins, je sais que... T'es habitué, tu sais que ça marche, voilà. Ou des fruits, des fois, un peu des fruits si on a l'habitude, machin. Mais il faut faire attention, parce que des fois, il y a des barres énergétiques, du sponsor, tout ça, c'est génial, hein. Mais si on l'a pas testé avant, le prendre le jour de la course, ça paraît idiot de dire ça, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui ont mis l'erreur. Les dosages ne sont pas forcément adaptés. Par exemple, moi j'ai fait la Saint-Tropez cette année aussi, le cyclo de Saint-Tropez, il faisait hyper chaud et les bidons étaient surdosés. Et du coup, quand il fait froid, c'est super parce que voilà. Et là, il faisait super chaud et du coup, non, c'était pas terrible. Donc voilà. Après, bon, c'est vrai que les boissons, on est obligé de se ravitailler sur des grands parcours. Mais il vaut mieux à la limite prendre de l'eau, ou prendre du coca si on connaît, machin, et puis... Après voilà, moi par exemple ça m'a réussi très bien le coca sur les courses, je ne bois jamais en dehors, mais c'est quelque chose que pendant l'effort, je tolère très bien. Il y en a, ils ne le tolèrent pas du tout. Voilà, il faut savoir s'écouter, il faut réfléchir, et puis il faut dire, bon bah ça marche pas. Donc, c'est ce que je dis souvent, hein, il faut ne croire personne sur parole, mais il faut tester pour soi. Parce que le Coca-Cola, en fait, quand on prend... toutes les bases de nutrition, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire pendant l'effort. C'est acide, il n'y a rien de... Il y a trop de sucre, etc. Voilà. Mais ceci dit, il y a des gens pour qui ça fait vraiment moi, du bien. Moi, ça m'a déjà sauvé des courses, quoi. Des courses où j'étais à moitié en hypo, j'étais pas bien, j'arrivais à rien manger parce que j'avais mal au ventre. Exactement, ça te nettoie. Bah non, mais vraiment. Il y a des gens pour qui ça marche, il faut essayer encore une fois et pas croire même les grands nutritionnistes, etc. Objectivement, c'est vrai, mais ceci dit, peut-être que pour nous ça marche. Puis après, faire assez simple, hein. Je pense que de toute façon, moi je mélange pas trop de produits la veille des courses aussi, c'est-à-dire que le soir je mange un plat de pâtes avec de l'huile d'olive et je ne vais pas manger pas trop d'aliments en même temps, quoi. Est-ce que tu fais attention des féculents complets ou pas complets, tout ça, c'est des choses auxquelles tu fais attention? J'essaye quand même de faire un peu attention, la cuisson aussi, de pas trop faire cuire. Ça c'est important, pas faire cuire trop fort. Après voilà, par contre le matin, le riz blanc, le riz complet ça passe pas, donc je prends du riz blanc. Faut prendre du riz blanc. Voilà, donc bon après on s'adapte aussi en fonction des goûts qu'on aime, hein. Faut pas se forcer à manger quelque chose qu'on n'aime pas, hein. Donc voilà. Je sais que j'aime bien manger des pâtes, il y en a ils n'aiment pas manger du gluten la veille, moi j'aime bien. Ça te gêne pas? J'ai jamais eu de problème avec le gluten, donc j'ai pas envie de le supprimer de mon alimentation. Bien sûr. Voilà, je fais un peu attention sur le pain parce que c'est vrai que les filles on fait un peu de rétention d'eau, hein, donc ça aide pas trop. Ça peut avoir une tendance à c'est pas terrible. Donc ça je fais un peu attention quand même. C'est un peu le piège. Surtout qu'on mange souvent le pain pas tout seul. C'est ça, c'est que le pain c'est bon, mais accompagné c'est meilleur. C'est ça. Voilà. Et c'est de l'accompagner qui... Voilà. Pendant la course, comment tu t'alimentes? Est-ce que tu as un espèce de rituel? Tu as vu moi quand je roule, tous les 10 minutes, j'ai un timer qui me dit de boire. Je t'ai expliqué pourquoi. Hein. L'idée, c'est que en fait, mentalement, en plus le vélo, c'est un effort qui est cyclique.
très vite, il y a un moment où tu peux avoir une espèce de dilatation du temps, tu ne sais plus. Et alors que tu sais que boire, c'est vraiment premier facteur limitant, c'est la déshydratation. Donc, puis ça me cadence, quoi. Et je sais que toutes les 3 fois, je vais manger un petit truc pour après manger toutes les 30 minutes. Est-ce que toi, tu as un rituel, et puis tu manges des gels à tel endroit ou des barres à tel autre, etc. Comment tu organises ton alimentation pendant une cyclo? Alors les 3 premières heures déjà je mange du solide. Je pars sur une base de 5 heures pour une cyclo par exemple, pour un parcours. Donc les 3 premières heures je mange du solide. Sous quelle forme? Je mange des barres. Des barres, des barres énergétiques classiques. Je les ouvre avant le départ. Les ouvres avant le départ, c'est pas con. Hein. Ça franchement, non mais vraiment, parce que des fois en peloton on fait des écarts, tout ça, et puis les gens ne roulent pas toujours très bien. Donc je les ouvre avant, j'en ouvre 2, comme ça ça évite de les gâcher aussi parce que ça coûte cher. Et donc du solide, si c'est parti assez vite, je mange au bout de 45 minutes. Si c'est parti pas trop vite, je peux attendre 1 heure, 1 heure et quart. Et après j'essaye toutes les 45 minutes de manger quelque chose. Alors je mange jamais la barre entière, je mange les demi-barres, je mange les morceaux. Ça j'ai l'impression d'avoir mangé plus aussi. Et puis je mange plus souvent. Donc voilà, je mange plus souvent. Et après, c'est vrai que dans la dernière heure, je mange des gels. Alors, j'aime pas ça, mais c'est vrai que c'est assez efficace. Il y a 2 types de gels qui sont assez bien. Il y a des gels maintenant longue durée. Donc ça, sur les cyclos, genre antioxydants, voilà. Comme ça. Donc ça, pour les cyclos, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas non plus des efforts intenses tout le temps. Tout le temps. Donc voilà. Et si par contre, à la fin, il y a quand même une petite bosse en fin de... Je prends un gel coup de fouet. Mais bon, les coups de fouet, j'en prends pas trop parce qu'après ça retombe. C'est ça, il faut bien calculer il faut tester avant parce que si ça retombe dans la dernière demi-heure. C'est un peu comme le coca d'ailleurs. Oui, voilà, ça te rebooste, mais derrière il faut prendre réussir. Tout le temps, mais qu'on en prend, c'est ça le problème. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Donc voilà, pour le niveau de l'alimentation, j'essaie de gérer comme ça, mais il faut manger tout le long en fait, vraiment. Au niveau de l'hydratation, tu as une boisson énergétique particulière, tu bois de l'eau, qu'est-ce que tu as? Du coca en cas de coup dur? Alors déjà c'est très compliqué pour les cyclos, parce que moi comme je suis souvent dans le groupe de tête pour les filles, des fois je peux pas m'arrêter au ravitaillement, parce que si je m'arrête je perds le groupe, et donc par exemple à la Corima, j'ai fait 5 heures de course avec 2 bidons. Et j'ai fait 1h30 sans eau à la fin. Mais pas le choix quoi. Si je m'arrêtais, c'était fini quoi. La deuxième elle arrivait 4 minutes derrière, donc le temps de s'arrêter, de repartir, de perdre le groupe, c'était son groupe qui était derrière. Donc ça c'est vraiment... Voilà, une gestion de course qui n'est pas évidente, il n'y a pas de voiture assistance là. Non, donc c'est ne pas tout boire non plus au début. Donc des fois je me restreins un peu. Après si vraiment il fait chaud, l'été c'est plus compliqué, bon, tant pis on s'arrête plutôt que faire un carreau. De toute façon après au moment quand tu n'as plus d'eau, tu ne marches plus. Voilà, donc voilà. Mais dans tes bidons tu mets plutôt quoi alors? Des produits énergétiques, voilà, moi on utilise Punch Power souvent. Moi j'aime bien, je tolère bien à la menthe là, il passe bien, surtout l'été. Dans les 2 gourdes ou tu en fais une? Non, les deux. Les deux gourdes. Tu n'en gardes pas une d'eau pour trincer la bouche ou ça? C'est des astuces qui sont faites pour après, par contre, quand il fait chaud, j'en ai moins, je mets une cuillère moins. D'accord, tu dis un peu moins. Pour que ce soit moins sucré et qu'on ait moins soif, parce que des fois c'est tellement surdosé que ça donne soif. Donc j'essaye de prendre des goûts un peu neutres aussi, pour pas que... Parce que des goûts trop bizarres, des fois ça donne encore plus soif. Et comme justement on a un peu restreint en eau, donc voilà. Mais ça c'est vrai que c'est compliqué quoi, parce que on est vite déshydraté. Alors après moi j'ai la chance, je suis pas du tout sujette aux hypoglycémies. Donc je ressens pas trop... Enfin voilà, j'ai pas... c'est vraiment une chance. C'est une grosse chance. Donc, et ni les crampes. Donc ça c'est vraiment 2 choses... Je prie, ça m'est déjà arrivé d'avoir des coups de moins bien, mais je suis souvent mieux en fin de course qu'en début de course. Donc c'est motivant aussi. Ça c'est souvent le propre de quand on s'entraîne bien et sur des longues. Tout à fait. Voilà, c'est comme on en parlait, mais c'est vrai que des fois au départ on peut avoir du mal. Par contre, plus la course avance, plus on se sent bien, et plus les autres fléchissent, plus nous on se sent bien, donc cet écart-là, ça... des fois c'est parfois même surprenant. Voilà, je prends l'exemple de la cyclo que j'ai faite la semaine dernière, à la Zadrides. Il y a vraiment les 2 premières heures, en plus ça partait pied de colle, donc c'est monté assez vite pour avoir le groupe. Je me suis vraiment fait mal quoi, pour prendre le groupe, mais je me suis dit mais je vais jamais finir quoi. Et puis finalement, au bout de 2 heures, j'étais bloquée quoi, vraiment. Puis au bout de 2 heures, je me suis débloquée, et les 3 dernières heures, j'étais vraiment super bien. Et c'est vrai que ça paraît incroyable comme ça quand on en parle, mais
c'est vraiment, le vélo pour ça c'est un sport vraiment particulier quoi. Parce que c'est des efforts longs, donc il peut se passer beaucoup de choses pendant l'effort. Ouais. D'un point de vue mental, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est vrai que c'est ce qui est intéressant dans le vélo, c'est que c'est un sport dans lequel tu peux avoir des hauts et des bas, et il faut savoir gérer ces hauts et ces bas. Enfin, il y a d'autres sports comme ça, les sports d'endurance en général. Oui, parlant du vélo là, c'est vrai que voilà, tu peux avoir une période difficile au départ, un coup de mue, un autre moment difficile, et des fois, si tu sais le gérer mentalement, ça revient derrière et tu peux réussir ta course. Alors que si tu ne sais pas le gérer, tu peux abandonner, laisser partir, etc. et c'est fini. Quoi. Ouais, bah après, ça, on arrive mieux à le gérer au fur et à mesure des courses. Quand on ne court pas souvent, c'est quelque chose... mentalement, c'est plus difficile parce qu'on se connaît moins. Alors qu'en saison, quand on a fait... Moi, là, j'ai déjà fait 10 courses depuis le début de saison. Là, sur les dernières courses, je sentais vraiment que... Bon, bah voilà, je savais que j'étais pas bien, mais je savais que tout pouvait changer en quelques kilomètres, quoi. Bien sûr. Donc mentalement c'est beaucoup plus facile à gérer et on se connaît mieux. En fait les courses c'est ce qu'il y a de plus formateur pour savoir qui on est en fait. C'est pour ça que moi je conseille souvent aux gens de faire des courses, de courir. Parce que déjà c'est là où on progresse le plus parce qu'on va au bout de soi-même quoi. Enfin moi je fais des courses des fois où je fais les 32 de moyenne. À l'entraînement par rapport au dénivelé qu'il y a, on fait jamais ça. Puis on roule en groupe, c'est différent. Donc voilà, il y a un dépassement de soi et après, bon, quand on fait un peu le bilan la semaine après, on dit quand même ça m'a fait du bien. Puis des fois 2-3 semaines après, on sent que cette course-là, il y a un impact qui est plusieurs semaines après. Tu prends un petit temps où tu te poses ou simplement dans la voiture ou en roulant. Je sais que Miguel Martinez faisait ça en roulant justement la sortie de récup, mais pour débriefer la course. Te dire voilà, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, sans te poignarder en te disant je suis nul, sans non plus se trouver des excuses, mais se dire bon voilà, ma course objectivement, comment elle s'est passée, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques ça j'aime bien, puis ça conditionne un peu aussi l'entraînement de la semaine d'après, en se disant bon bah là, puis ça permet de réfléchir à l'entraînement qu'on a eu la semaine d'avant, en se disant bah peut-être que ce que j'ai fait là, si ça n'a pas marché, c'était pas très bien, ou des trucs qu'on a testés et que finalement bah, j'étais bien, donc pourquoi pas essayer une deuxième fois. C'est ce que je disais tout à l'heure, savoir noter son entraînement la semaine d'avant, et si ça a bien marché, se dire simplement si je reproduis, c'est une bonne stratégie. Quoi. Moi je note tous mes entraînements toutes les semaines, même 1h30 que je vais faire, parce que des fois, c'est vrai que le lendemain de course, des fois on n'a pas envie d'aller rouler 1h30, et puis voilà. C'est bien de tout noter pour se rappeler et puis comparer un peu les semaines, voir ce qu'on a fait. Des fois on a fait une toute petite semaine, puis le week-end on va être super bien. Des fois on a fait une grosse semaine, on se dit oh là, ce week-end je vais être super mal, et puis finalement ça passe. Donc voilà, des fois... C'est là où il faut savoir regarder un peu... Après voilà, c'est vrai que le sport c'est un peu des fois étrange. Des fois on pense qu'on va être vraiment pas bien, puis c'est un jour où on est super bien. Voilà, il faut savoir analyser, mais pour aussi se dire que des fois il y a des jours c'est comme ça, il ne faut pas chercher quoi. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des jours comme ça, même à l'entraînement, où le jeudi, on a des jambes exceptionnelles, puis le dimanche elles sont pas là, on se dit pourquoi j'ai pas ces jambes pourquoi j'ai pas couru jeudi. C'est ça. Mais bon, ça fait partie du jeu quoi. C'est comme, moi à Saint-Tropez j'ai crevé. Voilà, ça a été la galère jusqu'à la fin, parce que je me suis retrouvée toute seule. Ça fait partie de la course, c'est le jeu, c'est chiant, mais du coup c'est bien de beaucoup courir. Voilà. Parce qu'au moins on a moins de regrets. Tu peux travailler, exactement. C'est vrai que sinon ça met une grosse pression sur... moi je prends l'exemple des triathlètes qui font des fois des semaines d'entraînement impressionnantes, parce qu'il faut quand même le dire, et qui ont une course dans l'année quoi. Et moi franchement je les aime bien parce que je pourrais pas faire ça, parce que même moi quand je faisais du triathlon, je faisais plein de courses quoi, des courses à pied, j'avais besoin de courir quoi pour savoir où j'en étais en fait surtout. Et puis pour pas m'entraîner pour rien, parce que quand on s'entraîne 5, 6, 7 semaines d'affilée avec son objectif qui est super loin, alors que dès qu'on n'est pas bien, on se dit oh là là je serai jamais prêt ou je suis trop prêt, on ne sait pas en fait où on en est. Exactement. Donc c'est ça qui est bien. Donc programmer quand même un peu des courses avant l'objectif. Même si ou c'est après pas des des périodes objectifs. d'entraînement, voilà, c'est pas des courses objectifs, c'est des courses de préparation, mais ça permet de savoir où on en est. Oui, puis de se mettre, même si c'est pas un objectif principal, de tout donner pour se dire bon là je suis pas prêt quoi, faut que je fasse ça en plus, puis ou là je suis prêt trop tôt, ce qui arrive aussi beaucoup. Beaucoup de gens sont prêts des fois trop tôt pour les objectifs parce qu'ils veulent bien faire, c'est pas... ou là de dire je suis fatigué, il faut que je coupe un peu. Donc, justement tout à l'heure je parlais notamment avec Rudy, mais tu en as parlé tout à l'heure, c'est finalement une grosse chose qui a changé dans ton entraînement, c'est d'accorder plus de place à la récupération.
plutôt que de se dire voilà, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne. Des fois on a un peu cette réaction un peu presque boulimique de vouloir rouler, s'entraîner, voilà. Et que là, ben, finalement, alors que tu as presque plus de temps cette année parce que tu te consacres exclusivement au vélo et tout ça, ben, tu fais attention à ta récup. Et tu parlais aussi de cycle d'entraînement, donc vraiment pour voilà, garder du jus, garder de l'envie, garder du plaisir, ben, pas faire toujours la même chose, quoi. Pas toujours s'entraîner de la même manière. Oui, tout à fait. Bah, déjà, au moins s'accorder une journée de repos dans la semaine, ça paraît... il y en a beaucoup qui ont le jour de repos, il arrive, et puis finalement ils vont quand même faire un petit truc, ils vont faire la muscu, mais c'est vraiment, on ne prend pas d'affaires de sport. Et puis entre parenthèses, c'est bien de souligner que si on travaille, tout ça, que le jour de repos soit bien aussi un jour de repos aussi. Tu n'as pas de stress au boulot, de machin, etc. Voilà, et puis par exemple un jour avec, je sais pas, sa femme ou son conjoint, on va au resto, on fait quelque chose qui est vraiment rien à voir avec le sport, parce que aussi c'est... Enfin, moi j'ai de la chance parce que je vis avec Rudy, donc on est vraiment à 100% là-dedans, mais il y a quand même 50%, voire plus des gens qui vivent avec quelqu'un qui ne partage pas forcément la même passion. Donc ça permet aussi de ne pas se couper non plus de sa famille. D'avoir un vrai socle, voilà, de soutien derrière, quoi. Parce que sinon c'est compliqué, quoi. Il y a des gens quand ils vivent que pour leur passion, après socialement c'est aussi compliqué, quoi. Puis voilà, aussi de se dire que bon bah tant pis, ce week-end je ne vais pas faire cette compétition parce que je suis avec ma famille. Voilà, il faut faire des concessions dans les deux sens, et puis se dire, bon, bah, aujourd'hui j'ai trop de boulot au travail, je vais pas rouler, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça enlève du stress, ta séance sera meilleure derrière. Il faut pas que, parce que voilà, le stress ça apporte le stress oxydatif, hein, comme on dit, c'est pas bon non plus, et puis bon voilà, on joue pas notre vie non plus, donc... Puis même, tu sais, en préparation mentale, un des piliers du mental, justement, c'est l'estime de soi. Okay, c'est-à-dire que vraiment, je vais pouvoir me défoncer, me faire mal, être motivé parce que j'ai des piliers comme ça, il y a l'énergie, les émotions, et puis l'estime de soi. Et l'estime de soi, un des moyens, et souvent on dit bah, l'estime de soi, d'accord, ok, mais comment on fait pour la renforcer? Un des moyens de développer l'estime de soi, c'est d'avoir plusieurs centres d'intérêt, pas un seul. Oui, voilà. Si j'ai qu'un seul centre d'intérêt qui prend toute ma vie, le problème c'est que le jour où ce centre d'intérêt est ébranlé, mon estime elle s'effondre. Alors que si j'en ai 4, 5, 6, ben voilà, ça, tu vois, mon estime de soi, elle a plus d'assises, donc voilà, la famille, le boulot à côté, etc. Ben, savoir le poser, être bien, ça fait partie de... Et puis ça permet que, par exemple, bon, moi j'ai vécu ça, hein, donc par exemple, quand on se blesse, que ça soit pas la fin du monde non plus. Exactement. Parce que moi, vraiment, quand je me suis blessée, ça a été vraiment... plus je m'étais préparée pour Nice, il y avait l'inscription qui était très chère, tout ça, enfin, c'est plein de choses qui rentraient en compte, donc c'était difficile. Puis de se dire que bah, voilà, si on n'a pas que ça dans la vie, ça permet aussi de relativiser en Bien gros. sûr. Voilà. Ça apporte une sérénité. Et tu sais, c'est la même chose avec des gens qui donnent tout à leur travail. Le jour où il y a un problème dans leur travail, bah, ils sont effondrés. Voilà, tout à fait, Les mères de famille s'occupent que de leurs enfants. Le jour où les enfants s'en vont, elles sont effondrées. Donc c'est un syndrome psychologique qu'on connaît bien. Mais ça peut arriver au sportif qui met tout dans sa passion. Quoi. Oui, et puis de ne pas culpabiliser aussi les jours où on s'est moins entraîné parce qu'on est fatigué, qu'on s'est pas entraîné parce que c'était le jour de repos qu'il était prévu, mais pas culpabiliser quand même. Et du coup, le fait de planifier des jours de repos, en sachant par exemple de planifier sa semaine à l'avance sur par exemple un cycle de 3 semaines, savoir que tel jour, il y a des jours de repos, vraiment aussi de moins culpabiliser le jour où on a un jour de repos parce qu'on sait que ça fait partie du plan d'entraînement. Exactement. Donc ça c'est intéressant aussi pour les gens qui ont un peu de mal à couper. Enfin moi j'en faisais partie donc je sais de quoi je parle. Et puis faire des micro-coupures aussi, là moi j'ai fait 5 jours sans vélo là, la semaine dernière. Ouais. Bah, ça m'empêche pas aujourd'hui de, 3-4 jours après d'être très bien. Quoi. Ouais, très bien. Donc voilà, il faut pas non plus... En fait, il faut vraiment... Tu essaies 3-4 jours de coupure complète, hein, donc là c'est pas de vélo, rien, pas de sport. Tu les fais à peu près à un rythme régulier, tous les 3 mois, tous les machins, ou 1 ou 2 fois dans la saison? Là j'avoue que j'avais pas coupé depuis longtemps, j'avais pas fait 3 jours, plus de 3, j'avais fait des 2 jours de coupure d'affilée, j'avais pas fait 5 jours comme ça, là j'avais fait 5 jours pleins. Depuis janvier, je crois. Depuis janvier. Ouais, donc là, il fallait vraiment que je bouge. Voilà, là, c'était un... Puis... Moi, je suis un adepte, je ne sais pas ce que tu en penses, mais plutôt que de faire, tu sais, la traditionnelle coupure, alors que les professionnels ont besoin de faire, mais c'est autre chose, mais de faire certains 1 mois ou 2 mois de coupure complète, tu vois. Je pense que c'est mieux de faire plutôt des coupures régulières dans l'année, et moins couper finalement, pas faire une grosse coupure, parce que cette grosse coupure, bah, tu perds quasiment ton niveau. Et, alors que si tu fais des petites coupures tout au long de l'année, tu gardes du jus, mais tout au long de l'année, ça te rebooste un petit peu. Alors, dans la saison, c'est un peu compliqué, mais
Je trouve que c'est pas mal le principe de faire 3-4 jours de coupure. Les pros, ils font quand même souvent des micro-coupures de 2-3 jours. Hein. De plus en plus maintenant. Et leur coupure annuelle, elle est de plus en plus courte. Ouais, après, moi je pense quand même qu'au moins 2 semaines de coupure en fin de saison, c'est quand même pas mal. Oui, au moins bien sûr, minimum, bien sûr. Nous, mais on est loin des 2 mois. Non, on fait 3 généralement, 3 semaines. 2-3 semaines, ouais. Parce qu'après, c'est vrai qu'on perd beaucoup. Hein. Au-delà de 3 semaines. C'est dur après de revenir, hein. Tu as l'impression de ramener pendant plusieurs heures. C'est vraiment difficile. Après, nous, on a quand même la chance de vivre dans le sud où, quand on reprend au mois de novembre, le climat n'est pas toujours beau, mais bon. Déjà, ça incite, parce que c'est vrai que suivant la région où on est, il pleut, il fait pas beau, il fait froid, les jours sont courts. Voilà. Après, moi, je sais que j'aime bien la salle de sport aussi à ces périodes-là. Ouais. Parce que je trouve qu'en plus, il y a il y a de la musique, tout ça. C'est notre ambiance. Voilà, ça permet de faire un peu autre chose. C'est ouvert super tôt le matin, c'est ouvert super tard le soir, donc ça permet de s'organiser comme on veut. On peut aller entre midi et 2. Et ça prend pas de temps, ça prend 1 heure, 1 heure et demie, il faut un peu de muscu. Le vélo en salle, c'est pas mal aussi. Je trouve les cours de spinning, RPM, je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi j'en ai fait une hier, je trouve franchement pour les gens qui n'ont pas de temps et qui ça fait transpirer à mon cou, c'est vraiment pas mal. Après nous sur la côte, c'est vrai qu'il y a beaucoup de créneaux, beaucoup de séances, ça dépend un peu de là où on vit, mais bon c'est vrai que c'est... Puis ou alors investir dans un entraîneur aussi. Voilà, ça c'est un bon investissement aussi. Toi, tu as un entraîneur ou un vélo de spinning ou... Non, on a un entraîneur, on a la roue arrière qui s'enlève. D'accord. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Après bon, c'est sûr, il faut se motiver, et puis le mieux c'est de se faire comme à la piscine, des séances, ça passe plus vite. Ouais, c'est ça. Là, on met de la variété dans la séance. Voilà, il y a plein de choses à faire. Puis encore, en bi-quotidien, c'est vraiment pas mal aussi pour pouvoir faire un peu plus loin. Parce que par exemple, faire 2 heures d'affilée devant l'entraîneur au niveau de l'hydratation, c'est quand même pas top. Alors que de le faire en bi-quotidien, 2 heures, 1 heure le matin, 1 heure le soir, déjà ça passe beaucoup plus vite. Ouais. Et ça fait une bonne journée d'entraînement. Ouais, ça fait vraiment une bonne journée d'entraînement. Moi, j'aime bien. Vraiment. Même quand il pleut et tout, je roule pas sous la pluie. Donc... Ah d'accord. Il faut laver le vélo. Oui, c'est ça, c'est ce qui est le plus pénible. C'est ça. Donc voilà, donc, tous ces petits points qui sont... Est-ce que tu as encore une astuce, un truc, un conseil à donner, toi, par rapport, que tu aimes faire dans ton entraînement ou dans ton style de vie, je sais pas, sur le sommeil, la récupération, l'entraînement, n'importe quoi, est-ce que... Le sommeil, c'est sûr que c'est important. Hein. Franchement, se coucher tôt, la différence, on le sent vraiment. Puis je pense aussi des fois, aller 1 fois par semaine, de se dire je mets pas de réveil. Et puis le week-end, même si au lieu de partir avec les copains à 8 h au rendez-vous, je pars à 10-11 h, puis ma sortie, je la fais. Tu récupères bien. J'ai fait ma sortie, je la fais, mais je la fais quand j'en ai envie, quoi. Mais je mets pas de réveil le matin et je dors. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dorment pas assez en sport. Parce que c'est vrai que les rendez-vous vélo le matin sont souvent très tôt, même avec les clubs. Et que des fois, louper la sortie club et y aller tout seul, tant pis. Et puis c'est bien de s'entraîner tout seul aussi. De rouler tout seul pour se connaître un peu plus. Et puis parce que des fois, quand on roule avec les autres, tout le monde n'a pas le même niveau. Donc voilà. Et puis voilà, de se dire sans pression, quoi. Le sommeil, c'est vraiment un facteur de récupération, c'est là où on se régénère. Donc toi tu essaies de te coucher tôt quand même, c'est ça? Ouais, on essaie vers 23 h quoi. 23 h. 23 h c'est idéal. Après c'est vrai que bon, quand on travaille, des fois on arrive à 20 h, le temps de cuisiner, tout ça. C'est des entraînements, mais c'est sûr. Mais... Voilà, donc des fois c'est vrai que c'est pas toujours évident. Puis, mais bon, c'est vrai que l'avantage c'est que quand on roule, souvent on roule le matin, donc le soir on sommeille. Donc ça c'est pas mal, mais on essaie au moins de faire des minimum des nuits de 8-9 h quand même. Ce qui est important, c'est de se connaître. Hein. Bon, on n'a pas tous les mêmes besoins en sommeil, mais d'identifier son besoin de sommeil. J'avais un professeur qui disait que juste une demi-heure de sommeil en moins par jour, parce que simplement tu dois te réveiller plus tôt ou alors tu te couches plus tard. L'autre jour, il y a une enquête qui disait que les Français dormaient 1h15 de moins qu'il y a 50 ans. Quoi, tu vois. Mais une demi-heure de moins par jour, à la fin de la semaine, ça fait quasiment une nuit, quoi. À quelque chose près selon le nombre d'heures que tu dors. Et voilà, une nuit de sommeil, si toutes les semaines tu as une nuit de sommeil en moins, forcément à la fin du mois tu es encore plus éclaté, à la fin de l'année c'est considérable. Et ça joue, donc c'est important d'identifier notre besoin en sommeil. Donc lui disait, pendant les vacances, pas de café, pas de réveil, machin, et puis vous regardez le nombre d'heures après avoir récupéré, le nombre d'heures où vous vous réveillez tout seul en disant c'est bon, j'ai bien récupéré.
ben, si c'est 6 heures, c'est 6 heures, si c'est 9 heures, c'est 9 heures. Mais vous c'est pour ça que je parle de pas de réveil, quoi, parce que si on est réveillé tôt, c'est qu'on a assez dormi. Je ne suis pas une surdouée en vélo non plus, quoi, hein. Je m'entraîne, quoi. Tu as des qualités, tu t'entraînes, mais tu t'entraînes bien, c'est-à-dire que tu ne fais pas que des kilomètres. Tu as la possibilité d'en faire, c'est sûr, mais voilà, tu t'entraînes intelligemment, tu t'es posé des questions sur ton entraînement, tu analyses tes courses, donc tu adaptes ton entraînement derrière, tu as des conseils avec Rudy aussi, tu sais prendre des conseils à droite, à gauche. Parce qu'il y a beaucoup de cyclistes qui se disent je sais tout sur le vélo et machin. Tu vois, varier les entraînements, les bicotédiennes, le home trainer, des choses comme ça. La variété dans les entraînements, mais ciblée sur des objectifs, comme tu l'as dit en début d'entretien, c'est vraiment une clé pour réussir. Oui, puis faire des exercices, même quel que soit son niveau. Il y a des gens, des fois, ils disent oh non, je peux faire d'exercice, je suis nul. Je dis bah, tu vas pas progresser. Enfin, voilà, le vélo, c'est pas juste rouler non plus, c'est aussi se dire bon bah voilà, là, je vais faire des petits fractionnés, voilà, les faire bien les placer, pas trop en faire. Faire de la force aussi. Beaucoup d'exercices de force, ça c'est quelque chose que je faisais jamais avant. Et surtout quand on est une fille, je pense que c'est très important parce qu'on manque de force sur le plat, sur les parties planes. Puis faire vraiment de la force sous max, quoi, avec le moins de tours minutes possible, en montée, gros plateau, et voilà, faire... Là, on s'en fout de la vitesse. Ce qui importe, c'est de tourner les jambes doucement, avec un gros plateau. Doucement, ça développe la force. En se disant, voilà, bah, aujourd'hui je fais une sortie de 3-4 heures, puis je fais 3 montées. Bon, bah, suivant le dénivelé, hein, je garde la plaque et puis je monte. Sur du 15%, c'est difficile. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais voilà. Je me dis vraiment. Tu gardes la plaque toute la montée ou tu te fais des petits fractionnés Non, toute la montée, voilà, faire, en se disant, bah, voilà, je fais une montée voilà, pleine, puis après, bah, tranquille, hein, train, par contre, hein, vraiment. Voilà, puis aussi faire des sorties vélo où on se met vraiment à fond dans son exercice qui va durer par exemple 12 minutes. Puis après, là, de la sortie, c'est tranquille. Pas faire comme beaucoup, où ils font leur exo, puis après, ils roulent comme des malades entre les exos, puis après, ils arrivent sur les exos suivants. Il n'y a plus personne, quoi. Voilà, donc se dire, bah, comment un peu des fractionnés sur piste en course à pied, bah, voilà, si on fait des 400 mètres, et qu'il y a 1 minute 30 de récup au milieu, 1 minute 30, c'est du footing à 7 à l'heure, c'est pas à 15 à l'heure, sinon c'est pas... Voilà, sinon ton 400 mètres, après, tu n'utilises pas tout le potentiel que tu as parce que tu es... Mais c'est vrai que les gens, des fois, ils ont plus de facilité à percevoir les fractionnés en course à pied, en natation, que sur le vélo. Alors qu'en fait, c'est hyper important. C'est pas seulement un sport d'endurance, c'est un sport de vitesse et un sport de force surtout. C'est vraiment un sport où on utilise toute la palette de tous les types d'efforts, quoi, je veux dire. Puis bon, voilà, il y a aussi, il ne faut pas négliger aussi tout ce qui est renforcement musculaire, les lombaires, le haut du corps qui travaille aussi. Des fois, on a mal au dos, donc ça, Tu m'as dit que tu le travailles régulièrement ou tu le travailles essentiellement l'hiver? Alors je fais des gros blocs l'hiver, donc novembre, décembre, janvier, où j'essaie d'y aller 3 fois par semaine. Donc 3 fois par semaine où j'essaie de faire une séance des jambes avec un transfert sur le vélo après de 1h30 tranquille en vélocité. Mais toujours un transfert par contre, pour pas trop gonfler des jambes et puis voilà, trop casser le muscle. Et puis après, 2 séances vraiment du corps lombaire, gainage. Tout ce qui est gainage. Voilà, vraiment. Et après, j'essaye en saison, alors c'est pas toujours facile parce que quand on court beaucoup, des fois on est fatigué, donc des fois c'est plus facile d'aller rouler 3 heures que d'aller faire de la muscu. Mais j'essaye idéalement de faire 1 fois par semaine, de refaire la muscu du haut du corps. Après, par contre, le bas, je fais plus du tout en saison parce que ça... En fait, ça laisse des traces vraiment très profondes. Et pour récupérer, il faut au moins 72 heures d'une séance de muscu des jambes. Et quand on enchaîne les courses, c'est pas... Par contre, si on fait une coupure, par exemple, on se dit, on fait par exemple 3 semaines sans course, on peut faire un petit rappel. En se disant, bah voilà, sur ces 2 semaines carrées, j'en fais 1 fois par semaine. Et, pour pas perdre la force. Parce que là, si tu veux après, quand on roule beaucoup, on garde quand même la force. C'est surtout l'hiver où c'est vrai que des fois, on peut rouler que 3 fois par semaine parce qu'il pleut, il fait pas beau. Ça remplace quand même pas mal, quoi. Et vraiment pour les filles qui manquent un peu de cette puissance-là, sur le plat, moi j'ai vraiment senti la différence, quoi. Puis après on bosse aussi, hein, mais c'est un sport de force et en plus les filles ont beaucoup moins de vélocité sur le vélo en cadence. Elles sont déjà plus en force, donc de les travailler c'est un avantage. Comme ça elles sont plus en vélocité. Bon. Voilà. Pour vous mesdames, un petit conseil. Non mais c'est vrai. Manon, je te remercie. Merci beaucoup. Donc on te souhaite un championnat de France FFC et puis une grande route. On essaye, on va voir ça, on espère. Et puis, écoute, voilà, bonne chance pour la suite. Merci bien de ce petit temps. Allez.
A plus. Voilà les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et puis partagez-la à vos amis. Partagez un maximum vos vidéos sur la meilleure cyclosportive, sur Facebook, etc. Merci beaucoup en tout cas. Et puis si vous êtes ici pour la première fois, vous cliquez tout simplement sur le lien qui apparaît ici ou sur la vidéo juste en dessous pour avoir un bonus gratuit, pour avoir la forme en 5 minutes par jour avec 3 ou 4 vidéos de super conseils pour en très peu de temps être en super forme. Et puis recevoir chaque semaine les vidéos de la meilleure cyclosportive de votre vie. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très bientôt, puis maintenant, moi je vais m'entraîner. Ciao!